Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une intervention sur le sujet 10 choses impossibles avant le petit déjeuner. Introduction sceptique à la parapsychologie. Qui es-tu? Comment? Qui es-tu? Qui je suis? Je suis ton père. Donc je suis Jean-Michel Abrassard et je vais un peu vous expliquer comment j'ai été amené à m'intéresser à la parapsychologie. Mais je le ferai après en fait, parce que je voulais commencer par expliquer les 10 choses impossibles avant le petit déjeuner. Parce qu'évidemment, c'était pour caser le mythique 10 des 10 ans de l'EZ sur mon slide. Mais évidemment, les 10 choses impossibles, c'est dans Alice au Pays des Merveilles. Et donc, je me vois un peu comme voilà, vous êtes les auditeurs et je vais vous parler de parapsychologie, c'est moi. Et donc, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc c'est dans Alice au Pays des Merveilles, c'est un passage très célèbre, ils disent inutile d'essayer, dit Alice, qui pourrait croire en l'impossible. Vous péchez selon moi par manque d'entraînement, dit la reine. Quand j'avais votre âge, je m'y exerçais une demi-heure par jour. Eh bien, il m'est arrivé parfois, avant même l'heure du petit déjeuner, de croire jusqu'à 6 choses impossibles. Et donc, on est malheureusement après le petit déjeuner. Et donc, on va essayer de parler de choses impossibles après le petit déjeuner pour changer. Voilà. C'est très bien. Donc, ce que ma présentation va être, je ne vais pas faire une revue de la littérature parapsychologique parce qu'il y a beaucoup trop de matière. La parapsychologie, c'est un sujet très très vaste, donc, c'est impossible d'être expert dans tous les sujets de la parapsychologie. Mon objectif ici, c'est d'aborder 3 choses différentes en fait. La première, c'est de faire un peu une introduction, c'est quoi la parapsychologie, parce que il y a des sceptiques qui ont des connaissances diverses et variées, on a tous un peu nos dadas, donc je sais bien qu'il y a des gens qui sauront ce que c'est la parapsychologie, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Donc je pensais un peu mettre les gens à niveau en abordant un peu les basiques de c'est quoi la parapsychologie, de quoi on parle. La deuxième chose que je voudrais aborder, c'est la relation entre la parapsychologie et le scepticisme scientifique ou la zététique. Et donc en fait ma présentation aura plutôt une tonalité un peu philosophique en fait, mais on va un peu discuter de c'est quoi la zététique et comment elle interagit avec la parapsychologie. On a un peu, vous verrez, moi je pense qu'on a 2 communautés de pensée. Les sceptiques c'est une communauté de pensée, les parapsychologues c'est une autre communauté de pensée. Il y a un domaine d'intersection entre les deux, ça se passe pas toujours très bien d'ailleurs, mais on verra. Et la troisième chose c'est de donner quelques éléments critiques, mais encore une fois les éléments critiques que je vais donner sont plus de nature philosophique, je pense que nature statistique ou expérimentale, etc. Simplement parce qu'il y a des gens qui le feraient mieux que moi, je pense. Et puis, enfin, je veux dire, tout ça est dans l'arrière-fond de ma présentation, évidemment. La conférence de Virginie hier, par exemple, ça s'applique très bien à la parapsychologie. Mais c'était justement parce que c'est pas de ça que je vais parler, quoi. Mais encore une fois, il fallait bien faire un choix. Donc, la parapsychologie, c'est quoi? La parapsychologie, ça couvre 3 grands champs d'études, des champs de débat. Le premier, c'est le psy. Okay, donc le psy, c'est un concept qui regroupe 2 choses, la perception extrasensorielle et la psychokinèse. Perception extrasensorielle, c'est donc prémonition, télépathie, tous ces machins-là. Donc la capacité à extraire de l'information de l'environnement sans interaction directe. Et la psychokinèse, c'est la capacité à léguer, enfin vous mettez des allégués dans toutes mes phrases, parce que sinon ça va alourdir le discours. La psychokinèse, c'est la capacité à léguer, d'influencer la matière avec l'esprit. Et ils utilisent ce concept de psy qui regroupe PS et PK. Et ça vient de psychic en fait, un médium en anglais. Donc c'est le psy, vous voyez, c'est écrit avec un I et pas un Y. C'est pas le psy de la psychologie. Et déjà, une des critiques que moi j'aime bien faire d'un point de vue philosophique à la parapsychologie, c'est le problème. En fait, un des problèmes fondamentaux avec la parapsychologie, c'est aussi un problème de concept. Quels sont les concepts qu'on utilise? Et psy, par exemple, c'est un concept qu'on dit athéorique. Il n'y a aucune théorie derrière. Le gars qui a émis le concept de psy, il a dit bah, c'est juste pour se faciliter la vie, quoi. Au lieu de parler tout le temps de psychokinèse et de PK, on va juste appeler tout ça le psy, quoi. C'est un label, c'est une étiquette facile. C'est un raccourci sémantique. Mais quand on dit le psy, en fait, on ne dit rien. On dit un point d'interrogation. On dit quelque chose qu'on n'a pas su expliquer, en fait. Le psy, c'est pas une explication, d'accord? Parce que c'est athéorique. Il y a des théories en psy, hein, enfin pas au sens de théorie validée, évidemment, mais des hypothèses explicatives. Par exemple,
En parapsychologie, il y a la synchronicité d'Hume, par exemple. Ça, c'est une théorie explicative. Mais le psy, c'est pas une théorie explicative. Alors ça devient vite problématique parce que dans l'esprit des gens, quand on communique quand vous lisez les sites web sur la parapsie, vous avez vite l'impression que le psy c'est une explication. C'est-à-dire on va vous dire Uri Geller il tord les cuillères par la pensée, et comment il le fait? Avec le psy. Mais comme le psy est un concept vide à théorique, c'est une non-explication en fait. Quand on dit Uri Geller plie la cuillère avec le psy, on dit Uri Geller plie la cuillère avec quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas réussi à identifier. Enfin, c'est ça qu'on dit, quoi. Donc on expliquerait. Un autre problème que j'ai avec le concept de psy, c'est que, vous voyez, on regroupe des choses, PES et PK. Mais en admettant que la PES et la PK existent, pourquoi ce serait un même mécanisme? Évidemment, le psy donne l'impression que c'est un même mécanisme. Comment la voyante sait pour connaître l'avenir, elle utilise le psy. Et comment Uri Geller fait pour plier les cuillères, il utilise le psy. Mais on a l'impression qu'on parle d'une seule et même chose, mais même si on posait que le psy existe, ou qu'une des deux choses existe, qu'il y a un authentique processus paranormal, ça ne veut pas dire qu'en fait ce regroupement conceptuel est quelque chose qui existe dans la nature, quoi. Donc le problème de ça, c'est le problème que j'ai avec le concept de psy, et honnêtement, je ne suis pas le seul à l'avoir, parce qu'il y a des parapsychologues eux-mêmes qui critiquent le concept de psy de la même manière que je viens de le faire. Alors, il y a l'hypothèse survivaliste. L'hypothèse survivaliste, ça c'est l'idée qu'on pourrait scientifiquement prouver la vie après la mort. Et donc ça, c'est un grand champ de débat, évidemment, en parapsychologie. Et classiquement, il y a eu la grande période du 19e siècle avec la métapsychique, où comment est-ce qu'on essayait de prouver la vie après la mort, mais avec les médiums, en fait. On disait, si les médiums arrivent authentiquement à communiquer avec des morts, avec l'esprit des personnes décédées, ça prouve la vie après la mort. Aujourd'hui, ce champ de débat a permuté, c'est-à-dire qu'il est passé sur les expériences de mort imminente principalement, même s'il y a encore des parapsychologues qui travaillent avec les médiums, en disant, si on arrive à prouver que les expériences de mort imminente ne sont pas explicables par un modèle matérialiste, ça prouve la vie après la mort. Donc évidemment, la position sceptique traditionnelle, enfin la position sceptique, je ne sais pas comment l'appeler, c'est que le psy n'existe pas, et au lieu de l'hypothèse survivaliste, pour les médiums, c'est que ça j'en parlerai plus tard, mais pour les expériences de mort, enfin que les médiums, rapidement, je vais dire un mot après, c'est qu'évidemment les médiums utilisent des techniques de mentalisme, lecture froide, enfin lecture à froid, lecture à chaud, trucage. Et pour les OBE, les sortir du corps et les expériences de mort imminente, c'est simplement une expérience de mort imminente, on appelle ça l'hypothèse du cerveau mourant. En fait. C'est que l'expérience de mort imminente est une expérience générée par l'état du cerveau en train de mourir. Et donc ensuite, le troisième champ de débat, c'est les expériences inhabituelles. Et c'est comme ça que moi j'en suis venu à m'intéresser à la parapsychologie. Les expériences inhabituelles, ça regroupe toutes sortes d'expériences, particulièrement les enlèvements par les extraterrestres, les sortir du corps, les expériences de mort imminente, les conditions paranormales. C'est un concept qui regroupe tout ce qu'on peut avoir d'extraordinaire que les gens peuvent rapporter, les visions de fantômes, visions maréales, etc. On regroupe tout ça sous expériences inhabituelles. Et je dis que c'est comme ça que moi je suis venu à m'intéresser au sujet parce que quand j'étais un sceptique plus jeune, mon dada c'était plutôt l'ufologie. Alors si vous m'aviez invité il y a 10 ans, je vous aurais parlé d'OVNI. Mais avec le temps, j'ai un peu shifté mon centre d'intérêt parce que je trouve que le cadre conceptuel de dire on va parler des expériences inhabituelles qui est proposé par la parapsychologie ou parapsychologie des expériences inhabituelles, on va parler après, est intéressant. C'est-à-dire que au lieu de parler du phénomène OVNI spécifiquement, on dit par exemple les enlèvements par les extraterrestres, c'est un cas particulier d'un ensemble d'expériences. En fait, les enlèvements par les extraterrestres sont très similaires, par exemple, aux visions de fantômes ou de visiteurs de chambres à coucher, ou visions mariales. Et donc, on crée une catégorie qui est les expériences inhabituelles. Et c'est un cadre conceptuel pour penser à propos des enlèvements par les extraterrestres qui est beaucoup plus intéressant, selon moi. Et ça, classiquement, comment le clivage entre sceptiques et tenants, c'est simplement que les sceptiques disent on peut expliquer les expériences inhabituelles par des mécanismes sociopsychologiques, tandis que les tenants disent on ne peut pas, il faut invoquer d'authentiques processus paranormaux. Voilà. Oui, donc, c'est vrai que le texte est long, mais là, je voulais juste revenir sur comment ma position a évolué à propos de la parapsychologie au cours des années. C'est-à-dire qu'on peut cadrer le débat de deux façons différentes en tant que sceptique, je pense.
on peut avoir la position classique qui est celle de James Randi et d'Henry Brock, je dirais, qui est un peu ce que j'appellerais la position old school, comme ça, d'une certaine génération, c'est de dire ouais, la parapsychologie c'est une pseudo-science et c'est de la foutaise. D'accord. Tout ce qu'on doit faire c'est lutter contre la parapsychologie. Donc par exemple, si quelqu'un veut ouvrir un cours de parapsychologie à l'UNIF, on doit protester contre ça et empêcher l'ouverture du cours de l'UNIF. Il faut bien expliquer aux gens que la parapsychologie c'est n'importe quoi. Ça c'est la première approche. Et je l'ai eu pendant des années, quoi. Je pense, quand j'étais un sceptique débutant. Et puis je me suis mis à lire, non pas des parapsychologues, mais des sceptiques spécialisés en parapsychologie. Il n'y en a pas tellement, en fait. Hein. Il y en a 4 ou 5 dans le monde, réellement. Ray Hyman, qui est qui est un des plus anciens, il y a 80 ans maintenant. Richard Wiseman. Ouais, Alcock, et puis alors Suzanne Blackmore, Chris French. Bon, c'est les 5 auxquels je pense, quoi. Après ça, il y a des gens qui s'intéressent, mais qui ne sont pas vraiment des universitaires, enfin, qui font pas ça dans un cadre vraiment universitaire. Là, c'était des profs d'UNIF dont je parlais, quoi. Et quand on lit Ray Hyman, dans son ouvrage clé qui s'appelle The Elusive Query, donc je ne sais pas comment on peut le traduire, la recherche illusive, hein, qui est l'ouvrage que les sceptiques citent tout le temps à propos de la critique de la parapsychologie. Quand on lit Hyman, il y a un énorme chapitre où il critique l'attitude des sceptiques par rapport à propos de la parapsychologie. Alors c'est très amusant parce que très souvent, en fait, les sceptiques, ils n'ont pas lu le bouquin d'Hyman et ils savent juste que c'est le bon bouquin à citer contre la parapsychologie, mais ils ne se rendent pas compte que Hyman est lui-même très très critique des sceptiques. Et donc voilà, il explique qu'on réagit, en fait, que les scientifiques ont tendance, ou les sceptiques ont tendance à réagir face à des hypothèses, comment ils les appellent, hérétiques, par des tactiques de tueurs à gages, etc., par des attaques ad hominem, visant à discréditer l'hypothèse déviante. Évidemment, il dit, mais discréditer n'est pas la même chose que réfuter. Et donc, de manière très étonnante, Hyman, qui est le critique sceptique de la parapsychologie, passe une bonne partie de son bouquin à critiquer l'attitude sceptique de debunking, en fait. Hein. Donc, l'attitude défendue par Hyman, c'est de dire la parapsychologie, en fait, ça devrait être un sujet comme un autre. Ça devrait être un sujet universitaire comme tous les autres. Il n'y a pas de raison de traiter ce sujet-là d'une autre façon. Et la manière dont on doit engager le débat avec les parapsychologues, c'est comme si on débattait avec de n'importe quel débat scientifique, quoi. Il faut passer par le peer review, il faut faire des publications scientifiques. Et ça devrait être un débat moins passionnel, finalement. Et donc, en lisant ça et en lisant les positions des autres, de Richard Wiseman, Chris French, etc., qui sont en fait beaucoup plus nuancées que la plupart des positions qu'on peut lire de sceptiques qui ne connaissent pas grand-chose à la parapsychologie, ma proposition a fini par évoluer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre façon de cadrer le débat que la façon old school. Et je pense que qui est plus intéressante, c'est de dire la parapsychologie, c'est un débat, c'est l'étude du paranormal. En fait, le Z, ce qu'elle fait, c'est de la parapsychologie. Hein. Soyons clairs. Quand le Z teste un médium ou teste un sorcier, c'est de la parapsychologie qu'ils font. Et donc, en fait, le Z est en partie une association de parapsy, quoi. Et donc, on dit, voilà, les sceptiques, dans la parapsychologie, il y a les gens d'orientation sceptique, il y a des gens d'orientation tenant. Et alors, il y a le débat qui a lieu en interne au sein de la parapsychologie. Mais c'est une autre façon de framer le débat, quoi. Richard Wiseman, il publie dans des revues de parapsychologie. Il va à des conventions de parapsychologie. C'est un parapsychologue, Richard Wiseman. Quand on met le débat comme ça, on voit que la dynamique peut être très différente. Et donc, la façon d'engager le débat peut être très différente. Slide. Ouais, alors, c'est quoi la parapsychologie? Je continue là-dessus. Alors, la définition que j'aime pas, c'est celle de Wikipédia qui m'énerve. Parapsychologie sur Wikipédia, c'est dire c'est l'étude pluridisciplinaire au moyen de la méthode expérimentale des phénomènes qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. Ces phénomènes sont appelés les phénomènes psy. Pourquoi j'aime pas? Parce que ça parle du psy. En fait, si on définit évidemment la parapsychologie comme étant l'étude du psy, et que les chercheurs qui sont parapsychologues soit posent que le psy existe à cause de les recherches précédentes en parapsychologie, soit qui posent a priori que le psy existe, évidemment ça exclut par définition les sceptiques du débat, parce que les sceptiques disent que le psy n'existe pas. Donc en fait cette définition fait qu'effectivement les sceptiques ne peuvent pas se dire vraiment parapsychologues, puisque finalement les parapsychologues sont obligés d'être des tenants. On définit la parapsychologie comme étant des tenants par définition. Suivant.
autre définition que j'aime beaucoup plus. J'ai amené le bouquin. C'est un manuel, c'est le manuel pour la fac de... Enfin, donc ils ont une chaire de parapsychologie à Édimbourg, hein, avec Caroline Watt qui y travaille. Donc c'est le manuel qu'ils ont écrit, Caroline Watt et Erwin, hein, manuel d'introduction à la parapsychologie, qui est super bien fait, donc je le conseille. Il propose une définition différente, qui est la parapsychologie, l'étude scientifique des expériences, qui, si elles sont ce qu'elles semblent être, sont en principe au-delà des capacités humaines telles qu'elles sont envisagées par les scientifiques conventionnels. C'est une définition un peu... voilà. Mais pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce qu'elle ne fait pas référence au psy, et qu'elle mentionne qu'en fait ce qu'on étudie c'est des expériences, en fait, c'est des expériences inhabituelles. Donc la parapsychologie serait l'étude d'expériences hors du commun, et elle a introduit le fait qu'il y a des expériences hors du commun qui peuvent être illusoires évidemment, et donc on laisse la porte ouverte aux explications prosaïques. Et donc avec une définition pareille, évidemment là les sceptiques peuvent tout à fait bien travailler dans ce cadre, il me semble. Slide suivant. Alors, le paranormal. Bon, maintenant que j'ai expliqué la parapsychologie, il faut expliquer le paranormal. C'est encore pire en fait. Parce que le paranormal, c'est vraiment un concept qui veut rien dire en fait. C'est encore pire que le psy. Le paranormal, qu'est-ce que c'est? Alors, définition classique, c'est celle qui vient de James Alcock. Parapsychologie, science ou magie. Donc, qui est un ouvrage sceptique. Il dit qu'un phénomène paranormal est un phénomène qui est inexplicable dans les termes de la science actuelle. Il y a plein de choses qui sont inexplicables dans les termes de la science actuelle. Hein. La matière noire en astrophysique, c'est inexplicable dans les termes de la science actuelle, mais personne ne dira que la matière noire c'est paranormal. Donc, petit problème déjà. Qui est explicable uniquement par une révision majeure des principes à la base de la science. Les principes à la base de la science. Ah ouais, en fait, ce à quoi il pense, c'est évidemment par exemple le principe de cause à effet. Ben, la voyance, si elle est vraie, si on est capable de voir le futur, ben, c'est une violation du principe de cause à effet. Oui, mais le problème c'est qu'évidemment, Jean Bricmont vous le raconterait mieux que moi, mais la physique quantique, il n'y a plus de principe de causalité. Et donc, alors tout ce qu'on raconte en physique quantique, c'est paranormal, quoi. Et puis, le troisième, encore plus fabuleux, je trouve, c'est qu'il n'est pas compatible avec les normes de perception, des croyances et des attentes à propos de la réalité. Ça j'adore, hein, parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est paranormal, ce que les gens appellent paranormal. Si vous pensez que c'est paranormal, alors c'est paranormal. Ça montre qu'en fait, c'est très très difficile. Le mot paranormal, c'est un fourre-tout qui regroupe des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Si on me dit les ovnis, c'est du paranormal, par rapport à la précognition, ces deux phénomènes qui en fait n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on observe ici. Et en plus, ce qu'on observe avec cette définition, c'est qu'il y a un problème de relativisme culturel. C'est-à-dire que est paranormal ce que votre culture propre définit comme étant le paranormal. Donc en fonction de la culture dans laquelle vous êtes, eh ben, le paranormal ne sera pas la même chose. Parce qu'évidemment, par exemple, il y a des cultures africaines, enfin les anthropologues étudient ça beaucoup, par exemple, l'existence des esprits n'est même pas questionnée, quoi. Les esprits existent, donc c'est du normal. Chez nous, évidemment, pourquoi est-ce que nous on a un concept de normal versus du non normal? C'est parce qu'on a eu la science moderne qui est apparue avec Galilée et toute la bande. Et puis alors évidemment, une fois qu'on a établi une sorte, ce qui était supposé être la normalité, eh ben, à ce moment-là, on peut commencer à parler d'une anormalité par rapport à cette référence. Mais dans une culture pré-scientifique, par exemple, parler de normal et de paranormal, ça n'a même pas de sens pour eux, quoi. D'accord ? Évidemment, ça veut dire aussi que ce qui est normal et paranormal va évoluer au cours du temps en fonction des savoirs de la science. Par exemple, l'hypnose, l'exemple classique, c'est le mesmérisme avec l'hypnose. Quand Mesmer commence à faire ses expériences, à dire qu'il y a un fluide mesmérique, etc., évidemment, tout le monde dit « Ah, mais c'est paranormal ». Mais maintenant, à l'heure actuelle, l'hypnose, c'est du normal. Donc, c'est vraiment une question de perception par rapport à la culture donnée, quoi. Ouais. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Je connais pas trop le sujet, mais tu présentes la définition comme si c'était trois définitions différentes. Ouais. Mais en fait, ici, il y a un ensemble de trois définitions, les exemples que tu donnes non plus. Peut-être c'est pas vous. Ouais,
Quand tu donnes l'exemple de la matière noire, par exemple, ça marche bien pour la première, mais ça va pas marcher pour la suivante. Ouais, tu penses qu'on combinerait les trois? Ouais, c'est un bon point. C'est une question, c'est une question. Non, c'est une très bonne question. J'y ai jamais pensé, mais la raison pour laquelle je l'ai fait, moi j'y ai pensé dans la manière dont je voulais présenter, c'est parce qu'en fait, celle-ci, c'était une définition antérieure, en fait, qui vient de Tomasic. Et donc James Alcock a repris la définition de Tomasic, mais il a rajouté deux autres choses avec. Alors, pour moi, naturellement, ça a été séparé en trois, quoi. Mais maintenant, ça Moi, fait je vois raison, en fait. plus aussi comme un phénomène, c'est un phénomène qui remplit ces trois conditions. Parce qu'une nécessiter une révision majeure des principes de la science, c'est pas forcément paranormal, quoi. Donc ça n'est pas de l'éthique. Ouais, non, mais de toute façon, enfin, de un, vous avez peut-être raison, mais de deux, moi, ce que je disais, c'est que cette définition montre exactement la complexité de définir c'est quoi le paranormal, plus qu'autre chose. Maintenant, si en combinant, vous avez l'impression que ça vous donne une meilleure solution, peut-être, j'en sais rien. Slide suivant. Voilà, quoi, parce que justement, on arrive à Irwin, qui lui est pas un psychologue tenant, mais c'est aussi le plus grand spécialiste de la psychologie de la croyance au paranormal. Dans lui, ce qu'il propose en fait, c'est qu'il dit que le paranormal, c'est l'ensemble des croyances, enfin, dans le sens de, puisqu'il étudie la croyance au paranormal. Le paranormal, c'est toutes les croyances qui sont non acceptées par la science. Donc c'est tout ce que la science dit, les choses sont comme ça, et les gens continuent à dire, mais non, c'est pas comme ça, quoi. Voilà une autre définition de ce que serait le paranormal. Bon, évidemment, Irwin il dit lui-même que cette définition n'est pas très convaincante, quoi. Il dit que c'est juste une définition qui lui permet de travailler, quoi. Parce qu'en fait, le problème que j'essaie de montrer avec le concept de paranormal, c'est que il vient en fait du concept de surnaturel. C'est-à-dire qu'au départ, on parlait du surnaturel, et le concept de surnaturel est beaucoup plus clair. Mais alors le problème, c'est qu'évidemment, si on dit on va naturaliser le surnaturel, et on va appeler ça le paranormal, ça devient nettement plus compliqué en fait. Parce que si on dit, il y a des phénomènes surnaturels qui se produisent, voilà, ça inclut la vision mariale, etc. Donc le surnaturel, c'est quand il y a une intrusion d'une surnature dans la nature, donc un miracle divin, etc. Évidemment, si on parle du surnaturel, qui est un concept beaucoup plus clair, ça ne vaut pas pour le phénomène ovni, par exemple, ou ça ne vaut pas pour des tas de choses qu'on appelle paranormales. Le problème, évidemment, c'est que culturellement, à cause du rejet de la religion qu'on a eu, les gens veulent continuer à parler du surnaturel, mais ils ne veulent plus utiliser le mot surnaturel, alors ils utilisent le mot paranormal à la place. Et je pense que c'est ce glissement de langage qui rend le concept de paranormal particulièrement foireux à utiliser conceptuellement. Ouais. Un peu d'histoire. Donc... oui, comme je l'ai dit, on peut dire qu'il y a toujours eu un débat, jusqu'à la nuit des temps évidemment, sur le paranormal. Mais avant la science moderne, comme le paranormal était considéré comme du normal en fonction de la culture donnée, il faut attendre l'apparition de la science moderne pour qu'il y ait des choses qui soient jugées anormales par rapport à la normalité. Et donc le premier grand débat, ça va être le mesmérisme. Et c'est par exemple Bertrand Meeus qui a écrit sa thèse sur le sujet. On peut voir déjà le prémisse de la dynamique entre sceptique et tenant au niveau du mesmérisme, comment ça se passe. Pourquoi est-ce que Meeus et d'autres tenants de l'existence du psy continuent reviennent sur le mesmérisme? C'est parce qu'ils disent qu'il y a des témoignages, des anecdotes si vous voulez, des cas documentés, des cas d'école, où ils utilisent donc l'hypnose, donc le mesmérisme, sur un sujet, et le sujet serait capable d'obtenir des informations de manière paranormale. Et donc il y a un lien entre l'hypnose et la capacité psy, quoi. Mais en même temps, ça montre bien qu'un phénomène paranormal comme le mesmérisme, une fois qu'il a été absorbé par la psychologie, est devenu totalement normal, puisque maintenant on utilise la psychologie, on étudie l'hypnose sans que ça soit un sujet sulfureux à l'heure actuelle. 19e siècle, le spiritualisme. Là, c'est les sœurs Fox, donc Hydeville, près de New York. C'est trois sœurs, dont deux plus jeunes, une adolescente, deux petites filles et une adolescente. La maison est supposée hantée et elles commencent à entendre des coups dans les murs. Et elles mettent au point une technique de communication, c'est la communication spiritualiste la plus classique. C'est-à-dire que vous posez une question, est-ce que tu es Michael Jackson? Un coup pour oui, deux coups pour non. Et le spiritualisme explose et devient une des plus grandes religions au monde. Au 19e siècle, l'Europe entière fait tourner les tables, les États-Unis aussi.
ça a complètement disparu, c'est vraiment difficile à imaginer maintenant, mais le spiritualisme et le spiritisme aux États-Unis et en Europe, c'était énorme à l'époque, quoi. Et en fait, le spiritualisme est toujours le spiritisme est toujours, je vais définir spiritualisme et spiritisme parce que je sens que spiritualisme, c'est la version américaine. Le spiritisme, c'est la version franco-française qui a été créée par Allan Kardec en France, à Paris. Rivail, il s'appelle son vrai nom. Et donc le spiritisme, c'est une codification doctrinaire. Il a écrit une sorte de Bible, quoi, en communiquant avec des médiums, qui est devenue une Bible pour cette religion, le spiritisme. Le spiritualisme, c'est la version américaine. Je crois qu'aux États-Unis, ils ne connaissaient même pas Kardec. Hein. Et c'est purement l'aspect communication avec les médiums, quoi. Il n'y a pas cette doctrine spirit d'Allan Kardec. Donc en France, on se connaît le spiritisme, puisque forcément, de l'influence d'Allan Kardec, quoi. Mais aux États-Unis, pas tellement. Bon, pour donner une idée, Allan Kardec, il parle de réincarnation, tout des bazars comme ça. Et donc, c'est donc les deux sœurs Fox qui créent le spiritualisme. C'est la grande mode, tout le monde fait tourner les tables, tout le monde communique avec les esprits, les méthodes s'améliorent, il y a les tables qui commencent à léviter, les médiums commencent à recracher des ectoplasmes. C'était vraiment une époque formidable. On n'en trouve plus des médiums comme ça, non, il y en a encore un peu, mais c'est rare. Et alors, le coup énorme pour les sceptiques, c'est qu'évidemment, une des deux sœurs Fox confesse savoir frauder. Manque de bol pour les spiritualistes, mais ça n'a, comme toutes les religions, ça n'a eu aucun impact sur le développement du spiritualisme, évidemment. Mais donc, une des deux fillettes explique que les coups dans le mur qu'ils entendaient au départ, avant la mise au point de la technique, c'était elle et leur sœur qui utilisaient une pomme attachée à une ficelle qu'elles lançaient sur le sol, ça fait boum boum boum, ça a fait paniquer la mère. Et ensuite, elles utilisaient une technique pour générer les coups dans les murs. Donc tu poses ta question, est-ce que tu es Michael Jackson? Elles arrivent à contrôler en fait leurs gros orteils pour donner un coup sur le sol. Moi je ne suis pas illusionniste donc je ne le fais pas, mais il y a des illusionnistes qui le font très bien. Et donc elles ont fait des démonstrations de comment elles avaient simulé ça. Ce qui est un cas d'école super intéressant, parce que c'est toujours l'argumentation des tenants dans... c'est des enfants, elles mentent pas, ça ment pas les enfants. Et, les enfants, ça peut pas faire un faux élaboré, quoi. Et puis nous, on est des gens intelligents, on se ferait pas avoir si c'était les enfants qui nous mentaient, quoi, tu vois. C'est toujours la même argumentation qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et donc, mais évidemment, après sa confession... elle a fait une rétractation, mentionnons-la quand même, parce qu'elle était super alcoolique, et puis comment elle se faisait payer pour confesser qu'elle avait fait une fraude, puis elle s'est fait payer par un corps adverse pour confesser que sa première confession était elle une fraude. Enfin bon, elle essayait juste de finir ses fins de mois, la pauvre dame. Mais donc, à partir de 82, il y a un groupe qui se forme, la Society for Psychical Research, et je dis ça pour tous les anglophiles de la salle, le P ne se prononce pas psychical, pas psychical ou psychical, ou je ne sais pas, mais c'est psychical. Et donc en français, ça serait la Société pour la recherche métapsychique, ce qui devrait évoquer, puisqu'on a parfois parlé de la société de l'Institut métapsychique international. Donc métapsychique, c'est la traduction de psychical en anglais. Donc c'est un groupe pour l'étude des phénomènes psychiques, donc les phénomènes médiumniques en français, et donc du psy. Et alors, ce qui est super intéressant avec la Société for Psychical Research, c'est qu'ils ont plein d'universitaires relativement brillants dedans. Entre autres, dans la version américaine, ils ont... j'ai un blanc maintenant. William James, voilà. William James, que tous les psychologues dans la salle devraient connaître. William James est un des fondateurs de la psychologie comme discipline scientifique. Il est aussi le père fondateur de la psychologie de la religion, avec son ouvrage... les études sur les expériences religieuses. Et en fait, il est aussi très actif de ce côté-là au niveau de la parapsychologie, enfin de l'ancêtre de la parapsychologie. Donc on a des gens prestigieux. Et ce qui est vraiment intéressant, ça vaut vraiment la peine de lire ce que écrivaient les gens de la Société pour la Psychical Research, parce que en fait, ils démystifient plein de médiums. Ils sont extrêmement critiques, quoi. Évidemment, c'est aussi des tenants, c'est-à-dire qu'ils vont voir des médiums pour essayer de déterminer si les médiums sont authentiques ou non. Mais ce faisant, ils démystifient plein de médiums. Il y a plein de rapports d'enquête de la Société for Psychical Research où ils font vraiment un super boulot de démystification. Entre autres, il y a un document qui a généré un énorme chiasme, enfin un énorme trou avec la Société théosophique, parce que donc il y avait la Société théosophique à Abyar en Inde avec Blavatsky, hein, et Blavatsky prétendait
qu'elle était capable de communiquer avec des esprits d'un âge akashique. Enfin, vous connaissez les délires de la théosophie. J'espère qu'il n'y a aucun théosophe qui m'écoute. Mais elle avait un mur avec où il y avait des boîtes aux lettres dans le mur. C'est vraiment génial. Et de temps en temps, elle ouvrait la boîte aux lettres. Il y avait un message d'un de ses êtres supérieurs dans la boîte aux lettres. C'était presque les humours de l'époque, quoi. Et donc la société théosophique, la société Psychical Research envoie un enquêteur et puis il reste 2 jours là-bas et puis il dit oh, ben oui, j'ai surpris Blavatsky en train de. Enfin, il y avait un trou dans le mur de l'autre côté, et elle allait mettre le message à elle-même qu'elle recherchait. Et donc, ils écrivent ce rapport, et évidemment, tous les théosophes ont détesté la société pour la recherche métapsychique à partir de ce moment-là. Et aussi, ils ont eu des problèmes avec les spirites, parce que comme on en parlait l'autre jour, ils défendaient l'idée que. Enfin, il y avait un grand débat parce qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que les médiums communiquaient vraiment avec l'esprit des morts. Donc, je vous ai dit, si vous faites une séance spirit et que vous posez des questions un peu pointues, vous invoquez l'esprit de Jules César et vous lui dites s'il te plaît, parle en latin, et puis le médium commence à parler dans son accent irlandais. Et puis après, on pose une question précise sur l'histoire de Jules César, genre à quelle date est-ce que tu as fait telle conquête? Et évidemment, le médium donne une date qui est complètement à côté de la plaque. On se rend rapidement compte que l'hypothèse survivaliste, que les médiums communiquent réellement avec les morts, ne peut pas être correcte. Et donc, les gars de la Society for Psychical Research ils disaient oui, il y a d'authentiques phénomènes processus paranormaux, phénomènes paranormaux. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, c'est ce qu'ils vont dire. Il y a vraiment du psy à l'œuvre, mais ce n'est pas d'authentiques communications avec l'esprit des défunts. Donc le médium, en fait, il utilise la télépathie pour aller lire dans l'esprit de la personne en face de lui. Il utilise le psy pour aller chercher de l'information dans la bibliothèque du coin, mais il ne communique pas vraiment avec une personne décédée, quoi. Et donc, évidemment, les spirites et les spiritualistes, ils étaient aussi pas très contents que les gars de la recherche métapsychique leur disent « Ouais, mais en fait, votre croyance que les médiums communiquent vraiment avec l'esprit des morts, c'est n'importe quoi. » Et donc, ils se sont aliénés à cette époque-là, aussi bien les spirites d'un côté que les théosophes, qui étaient vraiment 2 grands groupes à l'époque, culturellement parlant. Voilà, et alors ça nous amène à l'époque contemporaine, avec Joseph Bankrine. Donc en fait, à l'époque de la métapsychique classique, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les médiums fraudent tout le temps, quoi. Enfin, il y a une fraude généralisée des médiums. Évidemment, les gars de la recherche métapsychique, ils veulent essayer de trouver des vrais médiums, mais c'est extrêmement difficile à faire parce qu'il y a tellement de fraude, quoi. Et alors, il y a des débats autour de la question, est-ce qu'un médium authentique, est-ce que ça lui arrive aussi de frauder de temps en temps? Parce que s'il n'est pas en forme ce jour-là, il va frauder pour améliorer sa performance, parce qu'il ne veut pas décevoir son public. Enfin, il y a des gros débats. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Rhin, il en a ras-le-bol de tout ce débat autour de la fraude des médiums. Il dit on s'en sort pas avec ces médiums, il y a trop de fraude tout le temps. Il faut qu'on se débarrasse de. Enfin, aller observer des médiums en train de faire léviter des tables, c'est pas une bonne méthode, quoi. Et donc il fait un changement paradigmatique. Il dit on va laisser tomber l'étude des médiums parce qu'avec cette histoire de fraude on s'en sort pas. Les médiums, puisqu'ils sont célèbres, qui gagnent leur vie en faisant ça, ils ont une motivation pour tricher évidemment. Donc c'est le problème, c'est quand on étudie un sujet qui a une motivation à tromper le chercheur, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ce qu'on va faire, c'est prendre des sujets tout venants qui n'ont pas la motivation de tricher et on va appliquer la méthode expérimentale inspirée du behaviorisme. Parce que le behaviorisme est vraiment à la mode à l'époque. Et donc là, on passe en labo avec des cartes Zener, on montre une carte, vous devez deviner la carte qui est derrière. Il utilise aussi des sujets doués de temps en temps parce que ils ont quand même l'idée qu'il y a des sujets qui sont meilleurs au tâches psy que d'autres. Mais évidemment, si vous utilisez méthodologiquement des sujets tout venants, vous prenez vos étudiants en psycho pour faire les tests, ces étudiants en psycho n'ont pas de motivation à essayer de frauder, évidemment. Ils n'ont pas les compétences, parce qu'évidemment, un médium a les compétences pour frauder, puisqu'il c'est son gagne-pain de frauder, donc il le fait tout le temps. Et donc, en prenant des sujets tout venants, ça résout une partie du problème de la fraude. Pas tout, évidemment, mais une partie, quoi. Et donc, on observe un changement paradigmatique. Et une fois qu'on arrive à Rhin, c'est là qu'on parle de parapsychologie. Donc, c'est ça la différence entre métapsychique et parapsychologie. Et ouais, c'est bien comme ça, ouais. Je vais faire un peu d'eau, s'il te plaît.
Voilà, donc il y a au niveau du mentalisme, c'est la technique des illusionnistes qu'utilisent les illusionnistes pardon, pour simuler un don de médium. Je ne vais pas trop m'attendre là-dessus parce que je pense que la plupart des sceptiques connaissent ça assez bien. Et sinon, il y a d'autres personnes qui pourront présenter ça très bien. La lecture à froid, évidemment, c'est extraire de l'information des gens qu'on ne connaît pas, juste en leur parlant. Nicolas, je ne te connais pas, mais est-ce que tu n'aurais pas une personne dans ta famille dont le nom commence par un M? Ça pourrait être Martial. Justement, mon père et ma mère. Tu vois, je suis super médium. Je ne le savais pas en plus. Hein. Oui. Donc voilà. Non, ton père, ça commence par un P. Non, non, c'est par un T. Mon père. Mon Dieu. Voilà, donc évidemment, c'est que ça c'est le basique de la technique, mais ça comprend aussi lire les informations corporelles, etc. La lecture à chaud, c'est toutes les techniques qui sont beaucoup plus agressives de recherche d'informations. À l'heure actuelle, si vous êtes un voyant sur le net, ça va être utiliser Google, par exemple. Parce que vous êtes derrière votre Skype et donc la personne ne voit pas que vous êtes en train de googliser son nom. À l'époque classique des grands médiums, ça pouvait être, vous mettez tous les gens dans, par exemple la voyante du coup, enfin la gitane classique, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait sa tente dans une quelque part, hein, et elle mettait une tente où les gens pouvaient attendre, et on vous faisait attendre pendant la 15 minutes, et puis pendant qu'elle se préparait à faire son show avec sa boule de cristal, elle avait un complice qui écoutait les conversations dans la tente d'attente, à travers le voile de la tente, c'était pas très dur, le complice revenait, il lui disait tout ce qu'il avait entendu, et puis elle pouvait le redire, les noms, enfin tout ce qui avait été mentionné dans la conversation. Et une version plus contemporaine, ça va être avec des micros par exemple. Vous pouvez mettre des micros dans une salle d'attente. Enfin évidemment, les lectures à chaud, il y en a plein, hein. Il y a des tas de techniques. Et alors les trucages, ça va être les classiques, comment tordre la cuillère avec ses mains, sans que personne ne voit que c'est avec ses mains, et de faire croire que c'est avec mon esprit que je le fais, comme dans le cas du Uri Geller. Voilà quoi, il y a des tas ça dépend des techniques utilisées. Hein. Et donc évidemment, le grand problème de la Society for Psychical Research, c'est d'arriver à exclure toutes ces explications-là pour être certain qu'on est devant un véritable processus paranormal. Ouais. Ça va, tout le monde suit toujours? Pas de questions? Donc, quand on est maintenant à la parapsychologie contemporaine, il y a deux grandes méthodes pour faire les choses. Il y a la méthode que vous connaissez très bien, qui est de tester les médiums. C'est celle qu'appliquait la Société pour la recherche métapsychique. Bon, il y a un gars qui prétend être capable de faire X ou Y. Et alors, vous lui demandez ce qu'il prétend être capable de faire. Et puis, vous mettez des contrôles en place pour tester est-ce qu'il est vraiment capable de faire ce qu'il prétend être capable de faire. Si vous pensez qu'il se trompe juste lui-même, juste mettre un double aveugle, ça suffit. Si vous pensez qu'il utilise des trucages d'illusionnisme, il va falloir mettre en place des stratégies pour l'empêcher d'utiliser ces trucages d'illusionnisme. Et alors là, ça devient une sorte de mind game, parce que vous devez deviner à quel point il est doué en tant qu'illusionnisme et quelle stratégie vous allez devoir. Donc vous devez anticiper le type de trucage qu'il va utiliser, mettre des blocages pour l'empêcher, lui il va essayer d'anticiper les blocages que vous allez mettre et de trouver des stratégies pour compenser. Donc, à mon avis, tester un mec comme Uri Geller, c'est pas évident. Et alors, il y a les recherches sur le psy. C'est évidemment celle que j'ai décrite avec Dorine, c'est de dire on va utiliser des sujets tout venants, de préférence, on va faire avec beaucoup d'essais sur des cartes, sur des jets de dés, etc. Et je pense que quand on veut comprendre le débat entre les parapsychologues tenants et les parapsychologues sceptiques, si vous voulez, il faut bien comprendre que les conceptions même de la science sont très différentes dans les deux groupes. Hein. Le curseur de plausibilité est extrêmement différent dans les deux groupes. Je pense qu'il y a vraiment une confrontation, un choc de vision du monde comme ça, y compris épistémologique sur la conception de la science. Et classiquement, les sceptiques vont trouver que ça c'est la bonne méthode à faire, et les tenants vont trouver que c'est celle-là la bonne méthode à faire. Et souvent, je pense que dans les conflits qu'il y a eu avec l'IMI, c'était vraiment classiquement ça qui s'est produit. C'est-à-dire que le Z disait on va faire ça, et l'IMI disait on va faire ça. Et alors. En fait, moi j'ai tendance à penser que c'est deux méthodologies différentes et qui fonctionnent très bien, qui font des choses différentes, quoi. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, mais enfin bon, j'ai quand même tendance à privilégier celle-là. Mais l'idée qui repose sur celle-ci aussi, si vous le faites avec des sujets doués, c'est de dire les sujets doués,
en fait, les parapsychologues ils vont dire, mais ouais, c'est vrai que les sujets doués, ils se trompent eux-mêmes, ils ne savent pas exactement. Si vous dites à un sourcier combien de taux de réussite tu es capable de faire, et qu'il va vous dire, je sais détecter à 100%, ou à 50%, à 20%, en fait, non, c'est clair qu'il se trompe, quoi. Ça a été établi par la littérature, on le sait tous, quoi. Donc ça ne sert à rien de tester ça, en fait. Alors ils disent, ouais, mais ça ne veut pas dire que la sorcellerie ne fonctionne pas, ça veut juste dire que l'estimation que donne le sorcier est fausse. Ouais. Donc en fait, c'est en fonction des conceptions que le chercheur a à propos du psy, il va concevoir un test qui teste sa conception du psy, les hypothèses que lui a du psy, et pas ce que le sorcier pense qu'il est capable de faire. Voilà. Ouais. Voilà, alors ça c'est, je l'ai mis, mais je me suis demandé longtemps comment j'allais l'expliquer, parce que c'est un des aspects que je ne comprends pas en fait. Parce que donc je discute beaucoup avec des parapsychologues, hein, entre autres des paranthropologues, mais ça je viendrai expliquer après, parce que je trouve que ce qu'ils font est fascinant. Et au niveau des cultures sceptiques versus culture parapsychologique, les trucs qui m'a vraiment toujours perturbé, c'était l'idée que explaining or explaining away. Les tenants vont toujours, enfin je l'ai traduit par démystifier, mais ça fonctionne moins bien. Les tenants vont toujours dire que ce que font les sceptiques quand ils testent un sorcier comme le Z le fait, c'est pas expliquer le phénomène, c'est l'expliquer au loin, c'est le démystifier. Mais pour eux, c'est quelque chose de négatif, quoi. Et je crois que c'est un peu un mystère que j'essaie toujours de comprendre. Je pense que dans la vision du monde des gens, dans la conception épistémologique, c'est vraiment un problème de qu'est-ce qu'une explication, en fait. Qu'est-ce qu'on considère qu'une explication est. Je vais donner un exemple plus concret. Récemment, donc, il y a eu cette histoire dans un musée avec une statue, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. C'était une statue qui était en rotation sur elle-même, quoi. Elle tournait toute seule en fonction des jours, en journée, mais pas la nuit. Et ça avait été capturé sur caméra, quoi. Et donc, moi j'étais sur mon petit groupe de paranthropologues, là, et puis ils commencent à me dire, mais ouais, mais en fait la statue elle tourne. Et donc c'est tous des profs d'uni d'anthropologie ou des doctorants en anthropologie. En gros. Et ils font, ben oui, mais c'est lié clairement au cycle du soleil d'Osiris. et alors, bon, moi je mets comme commentaire, vous ne pensez pas que l'explication la plus basique, c'est qu'en fait la nuit il n'y a pas de personne qui marche, et la journée c'est juste les vibrations des pas sur le sol qui fait la rotation de la statue. Et enfin, ouais, probablement, mais ça, c'est pas expliqué, ça, c'est expliqué. Et c'est vraiment je pense que c'est quelque chose de très, dans la culture des sceptiques versus la culture des tenants, en parapsychologie, c'est qu'est-ce qu'on entend par expliquer, quoi. Ouais. Je sais plus, on a commencé avec combien de temps de retard, combien de temps j'ai en fait? Là, il te reste 15 minutes à peu près. 15 minutes. 15-20 minutes. Et ben alors ce sera mon dernier slide. J'en ai encore plein d'autres, mais on est au slide de conclusion après. J'ai quand même couvert ce qui était le plus important. Les disciplines connexes. En fait la parapsie, c'est un sujet extrêmement pluridisciplinaire qui a évidemment, comme le nom l'indique, une relation privilégiée avec la psychologie, puisque RIN, c'est calqué sur le behaviorisme, donc qui est une école de psychologie. Mais il y a des domaines qui interagissent beaucoup avec la parapsychologie. Donc je pense que, en fait, c'est une façon pour moi de dire que je pense que les sceptiques devraient lire. Enfin, c'est vrai que je reviendrai sur cette question-là. Mais la psychologie des expériences inhabituelles, donc là je vais un peu vous donner du vocabulaire, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est tout ça. La psychologie des expériences inhabituelles, bon, on a parlé des expériences inhabituelles, ça a été créé avec James Alcock, son bouquin Parapsychologie, Science ou Magie, qui est donc un bouquin sceptique qui dit « Laissez tomber tout ce qu'ont fait les parapsychologues, on va essayer d'expliquer les expériences inhabituelles par de la psycho. » Donc c'est vraiment l'approche sceptique. Ça a été un livre révolutionnaire en son temps. Les gens se sont dit « Ah mais vrai, en fait on n'a pas besoin d'invoquer du psy, hein. On pourrait dire, ben oui, en fait, je sais pas moi, les enlèvements par des extraterrestres c'est causé par la paralysie du sommeil par exemple. » Et son bouquin ne parle jamais d'expérience inhabituelle, c'est un bouquin qui est sorti l'année d'après, qui était titré Expérience inhabituelle, et je ne me souviens plus des auteurs, parce qu'en fait le bouquin d'Alcock a eu beaucoup plus d'influence que l'autre, mais la discipline initiée par Alcock a pris le nom utilisé par l'autre bouquin, parce qu'Alcock il ne proposait pas de nom, quoi. Et donc la psychologie des expériences inhabituelles, c'est l'idée, on va expliquer de manière prosaïque, par de la socio-psycho, toutes les expériences inhabituelles. Alors ça c'est la version simple, mais évidemment il y a une version plus compliquée qui est que
Évidemment, on peut dire que c'est une tentative de faire rentrer à l'université la parapsychologie sous un autre nom. Donc si vous êtes un parapsychologue, vous savez très bien que vous n'aurez jamais une chaire d'enseignement de parapsychologie parce que ça sent le souffle. Donc vous dites, ah mais je vais enseigner la psychologie des expériences inhabituelles et ça passera vachement mieux. Donc on est un peu dans du rebranding comme ça. Et donc, quand vous lisez, j'ai un super manuel, Animalistic Psychology, bon c'est le titre en anglais. Si vous lisez les auteurs, il y a Christopher French qui est il a un laboratoire de psychologie anomalistique à Londres. C'est un sceptique comme nous. Mais tous les autres, c'est des tenants de l'existence du psy en fait. Hein, c'est tous des parapsychologues. Et ça, c'est un manuel qui a été écrit en Angleterre pour enseigner le A-level, donc le niveau bac. Hein, parce ils veulent créer des chaires de. Enfin, pas des chaires. Ils veulent qu'il y ait des baccalauréats psychologie anomalistique pour introduire ces débats sur le paranormal en secondaire. Avec l'idée que justement c'est une super méthode, enfin ça c'est l'idée un peu de Lozette, hein, que c'est une super méthode pour initier la méthode scientifique et pour donner des notions de base de psycho en s'amusant quoi, au lieu de faire de la psycho ennuyeuse, on va parler du paranormal. Mais donc évidemment les parapsychologues d'un côté essayent un peu de récupérer la psychologie animalistique en se disant ben voilà si on relance le nom, on arrivera plus facilement à faire rentrer les idées parapsy sous ce nom-là. Et inversement, les sceptiques sont très présents dans ce camp-là. Donc il y a des parapsychologues qui vont dire « Ah mais la psychologie des anomalistiques ou la psychologie des expériences inhabituelles, c'est juste la parapsie pour les sceptiques qui ne veulent pas lire la littérature qui prouve que le psy existe. » quoi. Ça c'est si bon. Ah. Alors, il y a les sciences des religions. Moi c'est un peu par là que je suis venu parce que je n'ai pas expliqué, mais donc j'ai une formation psychophilo et j'ai une spécialisation en psychologie de la religion. Et en fait la psychologie de la religion s'intéresse à la psychologie anomalistique ou psychologie des expériences inhabituelles parce qu'évidemment très longtemps ça a été fort tabou de parler du paranormal. Hein. La seule manière dont vous pouvez étudier le paranormal en psycho, encore maintenant hein, je dirais, c'est de dire j'étudie pas le paranormal, j'étudie la croyance au paranormal. Mais surtout pas aborder l'idée est-ce que le paranormal est vrai ou pas, ça vous pouvez pas en parler. Quoi. Parce qu'on sait tous que c'est de la foutaise, donc on ne peut pas en parler. Donc ça c'est la version classique. Mais évidemment c'est en train de changer à cause de la psychologie des expériences inhabituelles et des débats. Enfin la parapsychologie est en train de revenir en force, hein, ça j'espère que vous en rendez compte. Quoi. Et donc maintenant la psycho de la religion est un peu concernée par le débat parce qu'évidemment si les gens ont des expériences inhabituelles comme des sorties hors du corps, des expériences de mort imminente, vous pensez bien que ça a un impact sur la manière dont apparaissent et se structurent les religions. Quoi. Ça, on peut pas... Jusqu'à présent, ils n'en ont jamais parlé parce que c'était des sujets tabous, mais maintenant qu'apparemment on peut en parler, ils commencent à en parler. Quoi. Et j'ai mis sciences des religions en général parce que c'est anthropologie, sociologie de la religion, etc. Psychologie transpersonnelle, ça c'était un courant en psycho sur les expériences de sommet, donc tout ce qui est expérience mystique. Évidemment, les expériences mystiques, la méditation, le yoga et tout ça ont un lien avec le paranormal. La paranthropologie, c'est pas un sujet très nouveau, enfin non, c'est pas un sujet très vieux, ça a été débuté à 2-3 ans, mais je suis ça de très près, parce que je trouve ça fascinant. Alors, en fait, la paranthropologie, c'est appliquer l'anthropologie à l'étude du paranormal. Mais la façon dont ils font ça, c'est... vous voyez, si vous allez dans une culture étrangère et que vous dites... vous observez un comportement dans une culture étrangère, je sais pas, en Chine, ils mangent des chats, par exemple, ou des chiens, c'est ça. Ils vont dire... vous dites, ah mais non, mais c'est une culture barbare, quoi. Ils sont clairement tort de faire ça, quoi. Bah, évidemment, vous êtes le pire des anthropologues qu'on puisse imaginer, quoi. Bon, ben maintenant, vous arrivez dans une culture étrangère et ils vous disent « Ah, ben moi, en fait, je communique avec l'esprit intel au moyen de ma transmédiumnique. » Et tu te ramènes et tu dis « Ouais, mais en fait, on sait bien que c'est de la foutaise, tout ça. Vous n'êtes pas non plus le pire des anthropologues. » alors, évidemment, leur approche, c'est de dire il faut au moins avoir dans l'idée le fait que les savoirs natifs, donc les savoirs des cultures propres, ne sont pas stupides et irrationnels, quoi. C'est une critique aussi de l'idée de la pensée magique. L'Occident, la pensée occidentale est rationnelle. Et c'est clair qu'on est super rationnel en Occident. Mais évidemment, les peuplades primitives, ils n'ont encore rien compris, ils sont dans la pensée magique. Voilà. Et alors j'ai mis les deux pires enfin. Enfin, au-dessus, c'est bien. Bon, la paranthropologie, je trouve que c'est très fascinant, mais évidemment, ça peut poser beaucoup de problèmes à un sceptique de lire ça, parce que tu dis, mais non... évidemment que la lecture native est fausse. On sait très bien que les esprits, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un challenge de les lire.
Mais alors, les deux derniers, bon, ça c'est les trucs les plus farfelus. La chasse aux fantômes, c'est l'idée qu'on puisse aller dans une maison et détecter des fantômes avec les ondes électromagnétiques et des choses dans ce style-là. Évidemment, c'est très à la mode. J'en parle parce que faut pas vraiment. Moi, évidemment, quand je parle de parapsychologie, je parle de la meilleure parapsychologie. Évidemment, si on parle de la chasse aux fantômes, je suis le premier à dire que c'est du grand style n'importe quoi. Et il y a beaucoup de parapsychologues qui disent que c'est du grand style n'importe quoi. Hein, ils se rendent bien compte. Je veux dire, si on comprend comment ça marche. Enfin, la chasse aux fantômes, c'est pas une recherche scientifique sur le paranormal. C'est ce qu'on appelle en sociologie du legend tripping. Hein, c'est les ados qui se font peur en allant dans un endroit hanté. Quoi. Ça n'a rien à voir avec la méthode scientifique. Et la science noétique. Ils incorporent de la parapsychologie en ayant dans leur équipe Sheldrake, Dean Radin, qui sont des noms bien connus, des stars de la parapsychologie tenants. Mais la science noétique, c'est la côte est des États-Unis, la côte ouest des États-Unis, donc c'est super New Age, quoi. C'est un mélange de, on va faire de la parapsie mélangée à du chamanisme, et on sera tous dans des huttes de sudation et on changera la conscience cosmique, quoi. Donc, mais tout le monde connaît la science noétique maintenant parce que Dan Brown en parle dans son 3e bouquin. Et qu'il va certainement être adopté en film avec Tom Hanks à un moment donné. Donc préparez-vous à tous à débattre sauvagement la science noétique parce que ça arrive. It's coming. Dernier slide. Tout dernier, tu fonces. Ouais. Ça c'était Trop foncé. C'est le moment où tu cours dans le couloir et tu tombes dedans. Voilà, conclusion. J'ai remis quelques réflexions. Donc, l'idée de Ray Hyman, c'est que c'est extrêmement important. Je veux dire, parce que la critique fondamentale de Ray Hyman, c'est que pour critiquer la parapsychologie, les sceptiques de son temps, hein, parce que d'abord Ray Hyman, je te le disais, il a 80 ans, enfin il est toujours actif, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais les sceptiques, en fait, ils ont une stratégie, c'est-à-dire qu'ils prennent le pire de la parapsychologie, ils critiquent ça et ils disent « Ah bon, on a démystifié la parapsychologie ». Par exemple, allez, moi, juste un exemple, mais Lignon, c'est personne en parapsie. Hein. Je ne l'ai jamais vu citer nulle part. Hein. C'est un illustre inconnu en parapsie. Il n'y a aucune publication scientifique en parapsie qui signe Lignon. Donc si on démystifie Lignon, on fait du travail local. Mais je veux dire, Lignon, c'est pas le meilleur en parapsie. C'est au mieux un vulgarisateur pas très talentueux. Quoi. Et alors, Chez les sceptiques aussi, ça fait bien longtemps que plus personne ne bosse sur... Ah oui. Non, mais je prenais ça comme exemple caricatural. Hein, mais... de toute façon, ici, c'est une remarque en général sur la communauté sceptique, mais comme je l'expliquais hier, ce que j'aime bien chez l'OZ, c'est que justement, on fait du travail du terrain et que vous allez sur... c'est pour ça que j'adhère à l'OZ, quoi, parce que je pense qu'il... Mais c'est une remarque générale sur la communauté sceptique, parce que si on est sur des forums ou sur Facebook, on va vite voir, on attaque vraiment le bas de la crème. Mais, si on veut critiquer la parapsie, il faut critiquer Sheldrake, Dean Radin, Ben, c'est ce qu'on a fait avec Nicolas. C'est ces gens-là, quoi, c'est eux le haut du panier, quoi. Il ne faut pas aller attaquer. Limi, tout le monde s'en fout, hein, Limi, ils sont pas d'importance, les Limi, ils sont nuls, quoi. Alors, ça va être sympa pour les gens de Limi, mais... Lié à la tête, là, très important, je dirais une autre remarque, c'est... 8 ans. Tu es bien couvert par un avocat? Lire la littérature parapsychologique et pas uniquement ce qu'on dit de la littérature sceptique. C'est une remarque que font les parapsychologues, mais je pense que c'est très vrai. C'est une tendance naturelle, hein, c'est le biais de confirmation, mais je crois que ce qui différencie les sceptiques des tenants, c'est pas que nous on n'a pas le biais de confirmation, mais c'est qu'on a conscience qu'on a le biais de confirmation. D'accord? Donc si on a conscience qu'on a le biais de confirmation, c'est vrai que pour nous c'est facile de lire du Richard Wiseman, du Chris French, parce qu'on est d'accord avec eux. Okay? Mais il faut lire tous les autres aussi, parce qu'il faut lire ceux avec qui on n'est pas d'accord. C'est vraiment très important. Ouais. Il faut lire tous les autres. Moi, j'ai tenté plus d'une fois en fait de me dire, ok, il faut lire les autres. En fait, c'était sur l'invitation de Limi pour plus les citer. Terminer la Vas-y. Et puis tu comme ça, on sera en question. Et disons, non, le dernier point, je pense que c'est extrêmement important de publier dans des revues scientifiques, parce qu'évidemment, la parapsychologie, c'est des laboratoires, il y en a peu, mais il y en a 2-3 des laboratoires de parapsychologie dans le monde. Il y a celui de Rennes aux États-Unis, il y a la chaire Kessler à l'université d'Édimbourg. Bon, maintenant, il va y avoir des chaires de psychologie animalistique qui vont s'ouvrir un peu partout, c'est ma prédiction médiumnique. Mais donc, c'est important de publier dans des revues scientifiques si vous avez les compétences de le faire, quoi. Y compris des revues de parapsychologie. Wiseman a publié plein de trucs dans des revues de parapsychologie parce qu'il engage les parapsychologues sur leur propre terrain, quoi. Publier uniquement dans des revues de sceptiques, bah oui, les sceptiques lisent les revues sceptiques, les parapsychologues lisent des revues de parapsychologie, elles ne se rencontrent jamais, quoi. Donc, oui, donc
un des avantages aussi de la parapsychologie, c'est qu'ils ont des revues scientifiques. Bon, elles ne sont pas bien cotées, parce que par principe, c'est des revues parapsychologiques, donc elles ne sont pas bien cotées. Enfin, c'est un cercle vicieux, évidemment. Mais je veux dire, je dis pas les vrais doctorants qui ont des vraies thèses à faire, pas comme moi, mais les gens, les sceptiques qui ont du temps. Hein. Je crois que débattre les parapsychologues sur leur propre terrain, c'est extrêmement important, quoi. Publier dans leur propre publication. Et donc voilà, quoi, on en parlait hier, quand Henri Brock a fait son prix défi, et puis il publie jamais. Moi je pense que si on fait un prix défi, c'est un problème avec James Randi aussi, je pense, mais je pense que c'est très important d'écrire un compte rendu du protocole, et idéalement de publier dans une revue de parapsy, quoi. Parce que sinon, on touche pas, on n'engage pas le débat sur leur propre terrain. Voilà, maintenant Florent, je t'écoute. Débat de clap demain. Concours. Désolé d'avoir coupé la place. J'étais vraiment très loin. Merci. Donc ouais, la question que j'avais, c'est quoi lire? Que lire quand on parle de, tu mets lire la littérature parapsychologique? Alors moi, c'est en posant cette question en fait que j'ai posé la question aux gens de l'IMI, qui systématiquement, à chaque fois qu'on a essayé de se confronter au réel, en essayant de faire des expériences avec des sujets doués, comme tu le mettais dans ton slide un peu en expliquant, ça c'est plutôt l'approche de l'IMI, ça c'est plutôt l'approche de l'OZ, je suis un peu d'accord avec ça, mais la problématique qui se posait, c'est que systématiquement, quand nous on essayait de se confronter au réel, eux ils essayaient de nous confronter à la bibliothèque. Donc je dis ok, très bien, ça peut être intéressant dans ce cas, si on veut... donc on proposait deux choses. La première c'était, dites-nous quel est l'article et l'expérience la plus pertinente qu'on pourrait reproduire, et est-ce que vous la reproduiriez avec nous? Et la problématique, c'est que à chaque fois que je leur ai demandé citez-moi un article, ils m'en ont cité 50, et dans la liste des 50, et sous-entendu, c'est impossible de se faire une idée sur le sujet avant d'avoir lu ça. Et en l'occurrence, en prenant cette liste, il y en a la moitié qui avait déjà fait l'objet de critiques acerbes. Pendant très longtemps, même encore maintenant, hein, je pense que si vous avez des fonds pour répliquer une expérience de parapsychologie, c'est le Ganzfeld qu'il faut faire. Une réplication Ganzfeld révisée par Norton, la version automatisée. Tu peux expliquer ce que c'est le Ganzfeld? Mais non, mais donc le Ganzfeld, un des corollaires de la question de Florence, c'est toutes les sciences ont des expériences un peu, on dit exemplaires, dans le sens que c'est des expériences qui prouvent, qui sont au socle de la fondation de la discipline. Et une des critiques que j'adore de Reimann, c'est de dire, par exemple, en psycho, tous les élèves de première candidate psycho, ils font le test de Stroop, quoi. Ils font passer une expérience de Stroop avec les élèves, quoi. Il y a des expériences qu'on fait faire aux élèves pour leur apprendre comment la discipline marche, quoi. C'est des exemples, des expériences paradigmatiques. Des expériences paradigmatiques. Mais la parapsychologie n'a pas ça, parce qu'évidemment, le problème, c'est que, comme ils ont des gros problèmes de réplication en parapsychologie, on a l'impression qu'ils n'ont pas un protocole où on dit si on fait ce protocole, on est sûr d'obtenir des résultats positifs, quoi. Bon, évidemment, les parapsychologues ont toujours des gros espoirs dans certains protocoles. Et donc, le protocole, à partir des années 80, qui a généré le plus d'espoir, c'est le Ganzfeld. Et le Ganzfeld, c'est l'idée qu'on va mettre des boules de ping-pong coupées en deux sur les yeux des gens. On va leur mettre du bruit sourd sur les oreilles. Ils sont en isolation sensorielle, donc dans un état de méditation, parce que l'hypothèse de l'expérience, c'est que si tu es en état d'isolation sensorielle, ça va optimiser tes capacités psy. Et donc on va leur présenter un émetteur qui est dans une salle à côté 4 photos, et le sujet et l'émetteur envoie la photo au récepteur qui est donc avec cette boule de ping-pong sur les yeux, et il doit deviner quelle est la photo sur laquelle se concentre l'émetteur, et on fait ça un nombre conséquent de fois, et on voit les résultats, est-ce qu'il arrive à deviner au-delà du hasard ou pas. Ça a été fait, alors ils l'ont fait au départ, et puis ça a été critiqué, donc par Reimann. Donc ils ont fait un papier commun, Reimann et Norton. Et puis après il y a une nouvelle version, donc après ça, donc le design expérimental a été amélioré en fonction des remarques qu'Reimann avait fait. Donc ça c'est la nouvelle version qui a été faite à partir des fin des années 80. Et puis alors après ça, ils ont commencé à faire des méta-analyses donc sur les expériences Ganzfeld qui avaient été réalisées. Et
les parapsychologues, quand ils font des méta-analyses sur les expériences Gunfeld, trouvent des résultats très significatifs. Puis Wiseman s'en est mêlé, il a fait une méta-analyse. Évidemment, comme Wiseman fait une méta-analyse, lui ne trouve pas de résultats significatifs. Et alors après, le débat a été déchaîné sur pourquoi est-ce que Wiseman ne trouve pas de résultats significatifs et que les autres si. Ça dépend quelles expériences vous mettez dans le lot pour la méta-analyse, etc. Donc, c'est là que tu vois qu'il y a un détail qui n'est pas négligeable quand même. C'est là que tu réalises que plus les conditions expérimentales sont lâches et meilleurs sont les résultats quand même. C'est pas rien comme truc. Ça suggère que les résultats se trouvent dans les biais, quoi. Comme en psycho chez Virginie. Ah oui. Oui, ça suggère effectivement, mais en fait suggérer n'est pas prouvé, quoi. C'est ça le problème. Bah, tu peux toujours dire tout cela suggère que c'est lié à des biais méthodologiques, statistiques, sans jamais. L'intérêt de Hyman, c'est que quand Hyman prend le test Ganzfeld tel qu'il était fait dans les années 80, il ne dit pas tout ça suggère qu'il y a des biais méthodologiques, il dit les biais méthodologiques c'est ça. Si vous voulez faire une expérience qui tient la route, vous devez améliorer et faire un protocole qui inclut ça. Ça va. Mais si pour chaque expérience parapsychologique, on s'amuse juste à dire ça suggère qu'il y a des biais ou non, attention. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais le choix des expériences qui vont rentrer dans la méta-analyse, si tu ne mets pas de côté les expériences qui ont été faites dans des conditions qui ne répondent pas à ces critères d'exigence, tu permets de rentrer dans ta méta-analyse des données qui sont foireuses. Mais c'est même plus compliqué que ça, parce qu'en fait le problème c'est que pour une méta-analyse, alors là, je ne suis pas statisticien, je le dis déjà, mais il faut avoir des vraies réplications. Et un des problèmes principaux qu'il y a eu avec les méta-analyses du Ganzfeld, c'est qu'on a eu le même problème qu'en psychose, c'est-à-dire que les gens ne font pas des réplications exactement à l'identique. Ils font des réplications en ayant des légères variations. Par exemple, dans une des méta-analyses, ils incluaient une réplication du Ganzfeld, où au lieu d'avoir des images, ils utilisaient des fichiers audio, tu vois. Alors les parapsychologues disent, ben oui, mais ça, si vous l'incluez dans la méta-analyse, vous avez un résultat positif. Mais Hyman ou Wiseman va dire, ouais, mais c'est pas une vraie réplication, donc tu peux pas l'inclure dans ta méta-analyse. Enfin, c'est plus technique que ça, quoi. Mais de toute façon, je comprends bien ta remarque, et je suis fondamentalement d'accord avec elle. Mais je veux dire... Ma question c'était ça, je veux dire, il y a des protocoles qui génèrent beaucoup d'espoir à un moment donné, et je veux dire, si vous voulez faire une réplication d'une expérience parapsychologique, c'est ces protocoles-là qu'il faut faire. Donc pour les années 80-90, et encore maintenant c'était le Ganzfeld, maintenant ce qui est à la mode en parapsy, c'est les expériences dans le style de Daryl Bem, donc sur la précognition avec des images pornographiques, c'est cool. Il paraît que les mecs sont capables de prévoir des slides, voilà. Non mais, donc c'est... Je pense aussi que, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut lire? Moi, je te dis, simplement, il y a 3 ou 4 revues de parapsychologie peer review dans le monde, quoi. Il y a la revue du RIN Institute, de la Parapsychological Association, il y a celle de la Society for Psychical Research, parce qu'elle utilise, ça te fait 3 revues, tu t'y abonnes, tu as toute la littérature scientifique actuelle sur les parapsychologies. 15 000 € par an. Non, elles sont pas. C'est de la parapsie, donc en fait, elle coûte pas cher, c'est vrai. Il y a d'autres questions? On arrête. Alors, dans la liste que tu as faite des pistes d'études, disons, qui sont proposées aujourd'hui par je me souviens plus exactement, il y avait la chasse aux fantômes à un moment, et tu as dit ça c'est quelque chose qui est du grand n'importe quoi, alors que les autres c'est à prendre au sérieux, y compris par les gens qui étaient les tenants. Qu'est-ce qui permet de faire la différence entre le grand n'importe quoi et ce qui est à prendre au sérieux? Est-ce qu'il y a des critères là-dessus qui seraient... je veux dire, c'est les critères que tu appliques tout le temps, quoi. Par exemple, pour la chasse aux fantômes, il n'y a pas de revue à comité de lecture, il n'y a pas de peer review. Il y a quand même un consensus sur qu'est-ce que la méthode scientifique et comment elle fonctionne. Donc, je veux dire, dans les revues peer review en parapsychologie, ils vont utiliser des protocoles, ils vont t'expliquer leur design, l'analyse statistique qu'ils ont fait, les résultats qu'ils ont obtenus, si c'est significatif ou pas. Bon, ça, je veux dire, c'est la science. Quand tu lis une revue de parapsy, j'ai la même sensation que quand je lis une revue de psycho, il n'y a pas de différence. Les chasseurs de fantômes, la blague, c'est que le peer review pour un chasseur de fantômes, c'est que tu es avec ton copain dans la maison et tu dis la même chose que moi. Ça, c'est le peer review pour les fantômes. Non, je veux dire, quand j'ai dit que c'était n'importe quoi, c'est vrai que pour moi c'est le pire de tout, parce que j'ai quand même des gros problèmes avec la science noétique, hein, comme je l'ai dit. Quand tu commences à mélanger médecine alternative avec chamanisme, etc., avec parapsie, ça devient vite du grand n'importe quoi. Hein. Donc science noétique, je ne conseille pas tellement. Hein. Enfin, je ne le mets pas dans la catégorie sérieux, quoi.
Moi j'ai une autre question. Est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un gros retour en force de la parapsychologie et j'espère que vous en avez conscience. T'as dit. D'où tu tiens cette évidence? De la montée de la psychologie anomalistique. En fait, la parapsychologie revient en force via la psychologie anomalistique. Je tiens de ça, de cette évidence. C'est pas encore très le cas chez nous, mais donc en Grande-Bretagne, comme je le dis, ils vont avoir un bac parapsychologie quoi, en Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas une mauvaise chose selon moi. Hein. Mais, et donc, je pense que la psychologie animalistique est en train de devenir de plus populaire. Je le vois aussi à des autres facteurs objectifs, comme en psychologie de la religion. Moi, j'ai fait la psychologie de la religion, donc je suis sorti de psycho en 2001, donc ça date, hein, je suis aussi un vieux. En psychologie de la religion, en 2001, c'était impossible de publier un truc sur un sujet sur le paranormal. Maintenant, tu publies des choses dans les mêmes revues qui, il y a 10 ans, publiaient rien sur le paranormal en psychologie de la religion. Donc, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Mais donc, j'avais mis cette citation-là, Chris French, Donc Chris French est un des plus grands sceptiques de la parapsie, évidemment, laboratoire de psychologie anomalistique à Londres, voilà ce qu'il nous dit, quoi. Parce que c'est intéressant, c'est par cycle. Hein. Je pense que le débat se déroule par vagues successives. Dans les années 70, je dirais que les sceptiques dominaient le débat, donc c'est l'époque où James Randi était à son sommet, quoi. Les sceptiques des affirmations des médiums superstars comme Uri Geller argumentaient de manière convaincante que beaucoup de phénomènes en apparence paranormaux pouvaient être reproduits par des trucages d'illusionnisme. Les affirmations de la parapsychologie expérimentale, comme par exemple celles concernant la vision à distance, furent sérieusement remises en question quand les critiques pointèrent des défauts méthodologiques majeurs. Donc ça c'est James Alcock dans les années 80. Au milieu des années 80, la collaboration constructive entre Hyman et Charles Naughton, donc ça c'est le Ganzfeld, à propos de la technique du Ganzfeld fut encourageante. Et la méta-analyse des données de l'auto-Ganzfeld, donc ça c'est la version qui tenait en compte les critiques de Hyman sur la méthodologie. Donc, quand Bem et Norton ont publié donc en 91 dans une revue de psycho prestigieuse une méta-analyse de toutes les recherches auto-Ganzfeld, donc avec le design amélioré qui montre un effet clairement significatif. En 1994, oui c'est ça, je disais 91, 1994, ça fut un défi pour les sceptiques. Après cela, le débat est devenu de nouveau prévisible pour un temps, mais je dirais qu'il est en train de redevenir intéressant, et c'est l'impression que j'ai aussi. Bon, évidemment, c'est purement subjectif aussi. Mais... Ouais. Moi, j'ai une petite question sur ton slide sur les médiums, en fait. Tu parles de lecture à froid, lecture à chaud et de trucage. Il y a tout un pan de l'étude du fonctionnement des médiums qui est lié au client, en fait, avec des biais de confirmation, enfin, pour rendre complètement compte du phénomène. Il y a toute une partie qui est liée... donc voilà, je voulais savoir pourquoi tu ne les avais pas intégrés. Est-ce que c'était juste du point de vue du médium ou C'est parce que, oui, je ne les ai pas intégrés. En fait, pour moi, ces caractéristiques-là tombent dans la lecture à froid, en fait. Le fait que la lecture à froid, elle utilise le client pour... C'est une grande phrase de Ray Hyman, parce que Ray Hyman a publié un article qui fait date sur la lecture à froid. Il dit la lecture à froid, c'est le client qui fait tout le travail. C'est pas le médium, c'est le client, quoi. Mais je ne l'ai pas inclus parce que je voulais pas donner une conférence sur la lecture à froid, la lecture à chaud et les techniques, les trucages, c'était un autre sujet, quoi. J'ai juste fait un petit slide rapide. Parce qu'il y a une partie du biais de confirmation qui se produit après, c'est plus dans la façon dont les gens rendent compte de l'expérience que sur le moment, tu vois. C'est clair. Donc, bon voilà, c'est intéressant parce que... Non, mais encore une fois, Ray Hyman, il met cet effet-là dans ce qu'il appelle la lecture à froid. C'est un effet de la lecture à froid. Même a posteriori ? Ouais, le fait que la lecture... Enfin, bah évidemment, c'est du pionnier sémantique, tu peux dire que c'est pas... Tu peux ne pas l'englober sur la lecture à froid. Mais la lecture aussi à froid, c'est aussi qu'on sait qu'à posteriori, les gens vont avoir un biais de sélection qui vont retenir que les hits et oublier les misses, quoi. Ça fait partie de la lecture à froid. Tony ? Il y a tout un nouveau champ de la littérature qui est en train de monter en force sur le mindfulness ou la pleine conscience en psychologie. Est-ce que tu penses que ce genre de courant, entre guillemets, est une sorte de porte d'entrée à tout ce qui est parapsycho ou finalement tu places ça plus en termes techniques, juste une simple technique? Parce qu'il faut savoir qu'à la base c'est quand même issu du bouddhisme. Oui. Je voulais savoir ton avis sur ça. Ouais, c'est une très bonne question. Juste pour les autres, donc la mindfulness, c'est une technique qui est utilisée entre autres dans ma fac avec les thérapies cognitives et comportementales. Donc c'est la méditation bouddhiste où on doit se concentrer dans l'ici et maintenant, dont on a retiré tous les aspects religieux, quoi. Et effectivement, c'est une grande mode dans les facs.
Est-ce que c'est un problème? Enfin, pour moi, j'entends ce genre de questions très souvent, hein, même à Septicopop, c'est un sujet que les psychologues débattent pas mal, parce que c'est très populaire dans ma fac en Belgique. Pour un peu une peur que c'est une rentrée du religieux, quoi, parce qu'en fait c'est du bouddhisme finalement. Mais personnellement, moi je dirais que je suis pour la mindfulness, je pense que c'est une bonne technique. J'ai pas vraiment de raison de penser que... Je pense qu'il y a des recherches qui montrent que c'est vraiment efficace. Bon, est-ce que c'est vraiment plus efficace que la relaxation? Enfin, là on peut toujours pinailler, mais au niveau d'une porte d'entrée pour la parapsychologie, dans mon slide, j'avais parlé de la psychologie transpersonnelle. Donc la psychologie transpersonnelle, c'est sur les expériences de sommet. Donc les expériences mystiques, le yoga, etc. C'est un mouvement qui date des années 80 et qui est, c'est vrai, relativement proche de la parapsychologie, parce que si tu commences à parler d'expériences mystiques, tu n'es jamais très loin du paranormal. Et donc je pense que la connexion, elle se fait là, en fait. La méditation, mindfulness, elle est certainement, dans la littérature, elle est connectée, enfin pour les quelques bouquins que j'ai lus sur le sujet, ou les articles, à la psychologie transpersonnelle, plus qu'à la parapsie, mais c'est vrai que c'est frontière, quoi. Maintenant, est-ce que c'est un problème? J'en sais rien. Ça, c'est à vous de juger, quoi. Au niveau des études en parapsychologie, ils n'ont toujours pas utilisé l'imagerie cérébrale. Hein. C'est un peu étonnant que, vu que tous les autres domaines commencent à l'utiliser. Oh, c'est la super mode maintenant, l'imagerie cérébrale. Justement, en parapsie. ça, je voulais savoir s'il y a quelque chose qui se Bah fait. écoute, c'est la même réponse que pour tout le reste. Quand c'est un sceptique qui fait l'étude, il trouve rien, et quand c'est un tenant, il trouve des résultats positifs. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu dis le sceptique a raison, forcément, parce que c'est l'approche sceptique. C'est ça que moi je pense qu'il faut. Moi je lis moins cette littérature-là parce que je suis pas un spécialiste dans ça et que c'est aussi très technique. Et puis en plus pour les raisons qu'on a, je sais plus dans quelle conférence on a parlé sur les problèmes liés à l'imagerie cérébrale, ça a été mentionné déjà. Donc je suis assez dubitatif. Enfin je suis vraiment pas très convaincu par ce type de recherche. Je pense qu'on peut, honnêtement, mon opinion, c'est qu'à l'état actuel, on peut faire dire n'importe quoi à l'imagerie cérébrale dans ce contexte-là, en tout cas. Il y a certainement des applications plus sérieuses, hein, des recherches qui tiennent la route, mais sur le psy, demander à faire une tâche de psy et en faire de l'imagerie cérébrale. Alors, mais par contre, c'est vrai que les parapsychologues, pour eux, ils disent c'est la voie réelle maintenant, hein, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Après, c'est une question de fond, hein, on a expliqué que ça coûte très cher. Donc, même, les parapsychologues, ils n'ont pas de bourse, hein, ils n'ont jamais d'argent pour leur recherche, donc t'imagines. Et il y a un sceptique qui a fait une recherche avec ça il y a 4-5 ans, et puis il avait conclu qu'il n'avait rien trouvé. Évidemment, les parapsychologues ont soulevé des problèmes méthodologiques dans sa recherche que je ne trouvais pas inintéressants. Donc, je pense que, non, enfin, je veux dire, l'étude du sceptique en utilisant l'imagerie cérébrale avait les mêmes défauts que les études des tenants avec l'imagerie cérébrale, quoi. À l'heure actuelle, je ne suis pas convaincu qu'on puisse utiliser vraiment l'imagerie cérébrale pour étudier, pour trancher la question, quoi. Or lui, il avait dit, oh, j'ai fait mon étude en imagerie cérébrale, on a tranché la question, quoi. Avec ça, on est sûr que le psy n'existe pas. Je suis un peu dubitatif, quoi. Donc, de toute façon, on ne tranchera jamais la question, et on ne tranchera jamais la question aussi facilement que ça, quoi. Je pense que le débat sur le paranormal, il va continuer pendant très longtemps. Moi, je suis un peu étonné qu'on fasse pas le distinguo entre, au tout début, le premier slide, des phénomènes paranormaux. Il y a des phénomènes une statue qui pleure, on voit, il y a une statue qui pleure. L'objet, c'est d'expliquer pourquoi, on trouve l'explication. Et la plupart de ce dont tu reviens sur mon slide, expliquer ou explique, démystifier. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon, ce que je veux dire, c'est la différence entre des phénomènes qui se voient, voilà, et on va avérés, et pour l'essentiel de ce dont on parle là, c'est simplement des témoignages de gens qui disent voilà, j'ai une expérience de mort imminente, ils racontent, ils disent moi je parle pas de témoignages. Si je veux dire c'était juste des témoignages, il n'y a pas de débat, hein, si c'était juste anecdote. La plupart, la plupart. Même le sourcier, c'est un témoignage, je veux dire. Hein, il n'y a pas un phénomène. Non, mais je veux dire, si tu fais une expérience et que tu obtiens des résultats positifs, enfin, je veux dire, imagine demain que le Z fait un test de sorcier et obtient un résultat clairement significatif. Tu dirais que c'est un témoignage. Non, mais je dis pas ça, mais je dis que c'est pas de l'ordre du témoignage. C'est du témoignage, voilà, c'est du témoignage, jusqu'à ce que, effectivement. Et ce qui m'étonne, moi, qui suis plutôt des sciences dures, jusqu'à maintenant, c'est celui qui a une prétention qui doit faire la démonstration de sa prétention. Et là, malheureusement... Non mais soyons clairs, par exemple, il y a des tenants qui ont testé des sorciers et qui ont obtenu des résultats significatifs. Hein. Oui, et donc... Non, il y a des problèmes de réplication, ça je suis d'accord. Et donc... C'est qu'on n'est quand même pas dans l'anecdote. On est sur deux problématiques. Un, c'est la définition
du protocole, du contexte expérimental, et ensuite ce qui a été dit hier sur l'exploitation statistique des résultats. Mais tout tourne autour de ça. Tiens, on tourne que autour de ça. C'est le protocole d'expérimentation et la pertinence de l'exploitation statistique. Nico ? Un phénomène n'a pas besoin d'être visible pour exister et pour être réel. Tu dis que les sourciers c'est des témoignages, c'est pas des témoignages. On peut observer le travail d'un sourcier et vérifier expérimentalement si oui ou non il trouve de l'eau. Oui, mais c'est non, on n'est pas dans le témoignage, il trouve ou il trouve pas. Mais oui, mais on teste pas un modèle. Alors, on teste un modèle. Alors, et l'observation scientifique, c'est pas juste de l'observation visuelle, c'est mettre en place quelque chose. Je m'exprime très mal. Non, tu as parlé de témoignages sur les sourciers. Oui, le sourcier dit je trouve de l'eau. Et là, on fait un protocole. Un protocole, on applique une démarche scientifique, on vérifie oui ou non il trouve. Est-ce qu'il y a une expérience? Les expériences menées avec des protocoles qui ont prouvé que les sourciers ils trouvaient dans une proportion qui était hors du hasard. Oui. Ok. Oui, et c'est inattaquable. Et fait par des sceptiques. Ouais. Ok. Oui, il aurait dit ça. Quoi? Donc. Si. Ah, si. Attention. Donc on pense qu'il y a des gens qui ont des capacités à... Sur les sourciers, dans les conditions d'exercice qui sont les leurs. C'est-à-dire si tu ne mets pas en place de contrôle type, tu les extrais des conditions végétales, des conditions géographiques et tout ça, c'est pas impossible qu'ils trouvent plus que le hasard. C'est ce que les sceptiques australiens ont vu. Voilà. Par contre, dès qu'on est dans des conditions contrôlées, où on les extrait de tous les paramètres environnementaux, ils ne trouvent pas plus que le hasard. Voilà. Ah, d'accord. Mais attention, ça nous oblige à avoir un discours mesuré sur les sourciers. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'on a mesuré aussi que les sourciers étaient par exemple beaucoup plus performants quand ils travaillent dans le coin, là, chez eux. C'est toujours l'idée qui moi m'agace un petit peu, qu'il n'y a pas de résultat positif en parapsychologie. Je termine juste, que je réponde en 2 secondes. Gardons le débat pour tout à l'heure. Le but c'est de lui extraire l'information. Donc on garde ce point. Et puis on laisse répondre à ça. C'est-à-dire si les parapsychologues obtenaient tout le temps des résultats négatifs, il n'y aurait pas de débat, quoi. Tu vois ? C'est parce qu'en fait les parapsychologues, les méta-analyses sur le Ganzfeld trouvent des résultats positifs et les méta-analyses établissent que c'est un état positif réplicable. S'ils ne trouvaient jamais rien, enfin je veux dire qu'ils trouvaient que des résultats statistiquement significatifs, il n'y aurait jamais de débat, quoi. Enfin, je ne comprendrais même pas pourquoi on en parle ici. Et alors, là je vais parler parce que j'avais préparé un slide sur ça. Il y a eu les études donc, aux États-Unis sur la remote viewing par le gouvernement américain. Vous pouvez lire, il y a une super critique de ces études par Hyman lui-même, où il trouve que le protocole tient la route et qu'il n'a pas de raison de rejeter la recherche. Et la recherche trouve des résultats positifs, évidemment. Mais Hyman dit tout ça, et puis il conclut en disant « Ouais, mais ça ne me convainc pas que le remote viewing fonctionne vraiment. » Mais il te dit quand même, 1, le design est bon, 2, j'ai pas trouvé d'erreur statistique, pour moi ça tient la route, mais juste ça ne me convainc pas quand même. Okay. Et donc Richard Wiseman, qui est un autre grand sceptique, il dit, dans une interview récente, il dit « Je suis d'accord que par les standards appliqués dans n'importe quel autre domaine de la science, moi j'aurais tendance à dire en psycho, la vision à distance, le remote viewing est prouvé. Mais je pose alors la question, avons-nous besoin d'exigences plus élevées quand nous étudions le paranormal? Je pense que oui, et donc là c'est une question de curseur probabilité, d'analyse bayésienne, etc. Mais donc je veux dire, il faut un peu oublier l'idée, ils n'ont jamais trouvé de résultats positifs, ils trouvent des résultats positifs. S'ils n'en trouvaient pas, il n'y aurait pas de débat, quoi. Enfin, il n'y aurait pas de débat scientifique. Richard, est-ce que tu envisages de travailler sur un aspect bien précis de la parapsychologie, de monter des protocoles, toi personnellement? Non, parce que oui, rien n'est impossible, mais moi, comme ma thèse est sur le phénomène OVNI, je compte pas spécialement monter des protocoles. Enfin, bon, ça ne veut pas dire que je n'en ferai jamais, mais je veux dire, c'est vrai que moi, ma thèse de thé, c'est plutôt la réflexion anthropologique et philosophique, donc je préfère débattre avec les parapsychologues, justement, sur la pertinence du concept de psy, des choses comme ça. Donc, ma publication récente dans une revue de parapsy, c'était grosso modo en bonne partie la présentation que j'ai faite aujourd'hui, quoi, en disant ouais mais il y a un problème avec le concept de psy, etc. Quoi. Je pense, enfin bon, j'utilise les dons que j'ai, quoi, plutôt que de me lancer dans des trucs que je ne serais pas forcément bon. Maintenant, on peut toujours imaginer. Tu fais une pyramide. Eh bien merci les amis.